c'est mon droit. J'ai le droit de pas aimer Rousseau. Mais que c'est bien, quoi. Que c'est bien écrit, que c'est attachant, que c'est beau, que c'est... Balzac, t'es un génie, mec. On te kiffe, Balzac. Très chouette. En plus, c'était un fan de foot. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Je veux même pas qu'on en parle. Baudelaire va dans la catégorie des génies. Un ange parti trop tôt, mot passant. Ou un démon parti trop tôt, on sait pas d'ailleurs, hein, mais voilà. Salut à tous, bienvenue pour ce 3e épisode de Café sans sucre, le format un peu léger, un peu cool, un peu tranquille, un peu de discussion autour d'un café, donc allez-y. Je vous en prie, il est samedi 14h, prenez-vous un café, un thé, une tisane. On va discuter aujourd'hui tranquillement de la suite de ce qu'on avait fait la semaine dernière, à savoir la tier list des écrivains français. Idée qui m'était venue, vous vous souvenez, à partir d'un sondage réalisé par le magazine littéraire auprès des Français pour savoir quel était l'auteur qui représentait le mieux la France, quel était l'auteur national pour nous autres et à l'étranger. Et nous, on faisait une petite tier list pour discuter un peu, raconter des anecdotes. Et puis je vous demandais du coup des conseils dans les commentaires. Je continue ici. Dites-moi, pour ceux que je n'aurais pas encore lus, puisque pour certains la semaine dernière j'avais dit que je pouvais pas juger vraiment de manière éclairée puisque je les avais pas lus ou pas suffisamment lus. N'hésitez pas à continuer à me dire dans les commentaires par quoi commencer pour bien rentrer dans l'œuvre de ces auteurs-là. Et puis dites-moi également quels sont les auteurs absents de cette présélection qui avait été réalisée par les sondeurs et qui vous choquent. Voilà, moi il y a des absences dans ce classement qui me choquent. Donc n'hésitez pas, on fera un classement des oubliés. Voilà, comme promis la semaine dernière, on fera un classement des oubliés. Voilà. N'hésitez pas à aller voir du coup le premier épisode sur la chaîne de cette tier list. Alors on est parti. On avait fini sur Arthur Rimbaud. Le suivant, tout de suite, c'est Jean-Paul Sartre, que je mets également dans les pas lus, parce que je ne l'ai pas beaucoup lu. Alors, en vrai, je l'ai lu un petit peu. Hein. J'ai lu Huis clos, pièce de théâtre de Sartre, que j'avais trouvé sympa. Bon, là, du coup, je vais pas le mettre là, je vais le mettre plutôt peut-être dans Pas ma cam. C'était bien, hein, Huis clos. Huis clos, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que Sartre, il est surtout connu pour, non pas pour la fiction, mais plus pour ses écrits philosophiques. On en avait déjà parlé en parlant de Simone de Beauvoir et de Diderot la semaine dernière. Donc voilà, oui, j'avais bien aimé. Huis clos, lisez-le, c'est sympa, c'est une pièce qui se lit très vite, qui est intéressante. Mais voilà, Sartre, je le connais en fait plus par les écrits de Boris Vian dans notamment L'écume des jours, où il a un rôle très important et où c'est quasiment le gourou d'une secte et où il s'appelle Jean Solpartre, voilà, et où du coup Vian se fout de lui pendant tout le roman. Et comme j'adore L'écume des jours de Boris Vian, j'ai plutôt tendance à me ranger de son côté et à me méfier un peu de l'ami Jean Sol, mais voilà, les existentialistes là, n'hésitez pas à donner des conseils pour savoir qu'est-ce qu'il faut absolument avoir lu de Sartre. On est preneur. Ensuite on a Rousseau, Jean-Jacques, pas ma cam aussi, Rousseau. Pour à peu près les mêmes raisons. Alors oui, il y a évidemment La Nouvelle Héloïse qui est un roman. Alors ce qui est intéressant avec La Nouvelle Héloïse, c'est que c'est un roman donc épistolaire de Rousseau, et où quand c'est sorti, les gens se sont dit voilà, Rousseau a enterré le roman en fait. C'est-à-dire que c'est tellement bien que plus personne n'écrira de roman aussi bon que La Nouvelle Héloïse. Spoiler, c'est faux. Au 19e, on a eu les plus grands romanciers de l'histoire, et en particulier en France. Donc il a rien enterré du tout, il a pas du tout enterré le game, et aujourd'hui plus personne ne lit La Nouvelle Héloïse. Mais voilà, c'est quand même un mec qui a compté, c'est quand même un mec important. Dans la philosophie des Lumières, c'est un de ceux qui s'est le plus concentré sur vraiment l'aspect philosophique. Les autres sont un peu plus autoproclamés philosophes, mais voilà, à part Kant, mais bon, qui est pas français, mais qui lui était vraiment philosophe. Mais voilà, Rousseau, il a un petit cran au-dessus au niveau de la philo par rapport aux autres auteurs. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu moins ma cam, quoi. C'est un peu moins mon truc. Voilà, il a aussi écrit Émile de l'éducation. Je reconnais que c'est un grand écrivain, un grand auteur. Hein. Les Confessions, c'est bien aussi, mais c'est pas mon truc. C'est mon droit. J'ai le droit de pas aimer Rousseau.
en tout cas de pas le mettre dans mes auteurs préférés, quoi, clairement. Sartre avait eu 12%, Rousseau également. Mais ensuite, on a à 14% Charles Baudelaire. Où est-ce qu'il est? T'es là, poteau. Baudelaire, il va directement dans les génies. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, je veux même pas qu'on en parle. Baudelaire va dans la catégorie des génies, automatiquement. Lisez Baudelaire, c'est fou. Il y a une vidéo en préparation, un épisode de l'anecdote qui sortira du coup début juillet, premier lundi de juillet. Non. Sur des anecdotes sur Baudelaire, donc je veux pas trop en balancer maintenant, mais un mec incroyable. Un mec incroyable en tant que poète, en tant que critique d'art, en tant que traducteur, en tant que... Enfin, voilà, c'est un mec qui a une vie incroyable, qui a un talent fou, des vers mémorables. Voilà, lisez Les Fleurs du Mal, c'est génial, quoi. Voilà, vraiment Baudelaire, c'est mon poète préféré, je pense. Donc clairement, moi je le mets dans les génies, et si vous connaissez pas, foncez lire du Baudelaire, c'est incroyable. Ensuite, avec un petit pourcent de plus, 15%, on a Honoré de Balzac. Et Balzac, Nono, tu vas directement chez les génies aussi, hein, auteur de la Comédie humaine. Pareil, il y aura un épisode de l'anecdote prévu, alors peut-être à l'année scolaire prochaine, même sûrement, sur la Comédie humaine, qui est sa grande œuvre, avec des dizaines, même des centaines de romans et de nouvelles. Il a créé complètement un univers fictif, un peu à la Marvel, avec des romans interconnectés, avec des personnages qu'on retrouve à différentes époques de leur vie. C'est un vrai génie, un vrai constructeur d'univers, un type qui dormait très peu, qui passait sa vie à écrire. Le colonel Chabert, que je vous conseille, j'avais fait une vidéo, je le conseille à mes quatrièmes, je le propose en lecture à mes quatrièmes. Le colonel Chabert, c'est très court, c'est incroyable. Voilà, mais il y en a d'autres, hein. Le Père Goriot, voilà, c'est génial. Balzac, foncez. Alors ils sont pas tous aussi accessibles. Lire tout Balzac, ça vous prendrait des années, donc choisissez bien, mais moi je vous conseille de commencer par le colonel Chabert, c'est incroyable. Balzac, t'es un génie, mec. On te kiffe, Balzac. 15%. 1% de plus, on a Alexandre Dumas. Je vais le mettre dans les tops. Alors Alexandre Dumas, c'est la seule minorité visible, comme on dit de nos jours, dans tout le classement, qui est métisse en fait, hein. Dumas, c'est sa mère, je crois, qui était noire. Alexandre Dumas, du coup, auteur évidemment des Trois Mousquetaires, du Comte de Monte Cristo, c'est très bien, hein, le Comte de Monte Cristo, c'est très sympa. Je le mettrai pas dans la catégorie des génies, mais c'est vraiment très sympa, c'est très prenant. Voilà, il y a tout un débat, je suis pas très calé là-dessus, mais il y a eu tout un débat autour de Dumas avec est-ce qu'il est vraiment l'auteur de ses œuvres ou pas, puisque a priori il employait un nègre, donc quelqu'un qui écrivait à sa place, même c'est quasi sûr. Mais du coup, quelle est son implication réelle dans la création de ses œuvres, c'est dur de le savoir. En tout cas, moi je le sais pas. S'il y a des spécialistes de Dumas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors non, j'ai dit c'est la seule minorité visible, mais non, on avait déjà parlé d'Aimé Césaire la semaine dernière, pardon Aimé. Voilà pour Dumas, c'est bien sans plus, quoi. Voilà. Enfin, c'est très bien, mais ça en fait pas un génie non plus. Selon moi, hein, encore une fois, c'est très personnel comme classement. Guy de Maupassant, 17%. Bon, Guy, il a le bénéfice de la stache mou, hein, comme Flaubert, donc moustache géniale égale catégorie des génies. Maupassant, c'est génial. Franchement, Maupassant, c'est ouf. Lisez, si vous n'avez rien lu de Maupassant, lisez ses nouvelles fantastiques. Le Horla, La Peur, enfin il y en a tout un tas, il y a plusieurs, mais la plus connue c'est le Horla. Lisez le Horla, c'est insane. Et j'ai fait une vidéo pour présenter le Horla que je propose également en lecture à mes quatrièmes. Lisez ces autres nouvelles fantastiques, lisez ces nouvelles réalistes, les contes de la Bécasse, Boule de Suif, etc. C'est incroyable aussi, c'est fou. Lisez Bel Ami, évidemment Bel Ami c'est incroyable. Bon, Maupassant c'est fou. Voilà, j'adore Maupassant, mort jeune, mort complètement fou. D'ailleurs, beaucoup de ces nouvelles fantastiques s'inspirent de ses propres névroses et de ses propres terreurs, donc c'est très intéressant de ce point de vue là aussi. Un génie parti trop tôt, un ange parti trop tôt, Maupassant, ou un démon parti trop tôt, on sait pas d'ailleurs, hein, mais voilà. Après Maupassant à 17%, on en a un qui est ex aequo, c'est Albert Camus. Est-ce que je le mets chez les génies ou chez les tops? Je sais pas, j'ai mis beaucoup de monde chez les génies. Est-ce qu'il est au niveau des Baudelaire, des Racine, des Rabelais, des Maupassant? Allez, ouais, je le mets chez les génies. Moi j'aime beaucoup Camus, alors j'ai lu L'étranger et la peste évidemment. L'étranger, le roman le plus connu du cycle de la Révolte, en début de sa carrière, et La peste du deuxième cycle, c'est il y a d'abord le cycle de la Révolte et après il y a le cycle de... Non, L'étranger c'est le cycle de l'absurde et La peste c'est le cycle de la Révolte, c'est ça. Et les deux sont super.
Voilà, j'ai adoré les deux, style très différent, mais vraiment top. Camus, ouais, très chouette. En plus, c'était un fan de foot. En plus, il était beau gosse. Pareil, il a un flow incroyable avec sa petite clope au bec et son petit col relevé là. Camus, c'est top. Lisez Camus. Commencez par L'étranger qui est plus court et qui est un peu plus improbable, donc plus surprenant. Et La Peste, je crois qu'il y a eu un regain d'intérêt pour La Peste avec la pandémie de Covid. Mais ouais, c'est un roman très sympa aussi, très intéressant à lire. Et là, c'est de la philo, mais dans la fiction, et ça me plaît, ça me parle déjà beaucoup plus. Encore une fois, c'est personnel. Après Camus, qui on a 23%, donc là on grimpe d'un coup, avec Antoine de Saint-Exupéry. Je le mets dans les sous-côtés, Saint-Ex. J'en ai parlé dans un des épisodes de Monsieur Lee, puisque j'ai lu récemment Terre des Hommes, et j'avais lu avant évidemment Le Petit Prince, et je le mets dans les sous-côtés parce que effectivement on le réduit beaucoup au Petit Prince en mode ouais, c'est un peu pour les gosses quoi. Mais il a fait des petits dessins mignons avec pour illustrer, c'est plus que ça hein. Voilà, Saint-Ex, il y a une vraie qualité dans l'écriture, il y a une vraie puissance, il y a une vraie force. Je vous invite à regarder l'épisode, je vais vous le mettre en fiche, mais à l'épisode de Monsieur Lee où je parle de Terre des Hommes, pour vous donner peut-être un peu plus envie de vous y mettre, mais c'est absolument incroyable, ça se lit très très vite, et c'est vraiment bouleversant, quoi, donc voilà, lisez du Saint-Exupéry, c'est fou. Puis c'est un aventurier, quoi, le mec qui a failli mourir 15 000 fois, le pilote, d'ailleurs il est mort en vol, en se crachant dans la Méditerranée, mais il raconte tous ces crashs dans le Sahara, les crashs de ses potes, enfin... Voilà, c'est un aventurier de fou. Au-delà de l'écrivain, l'homme est incroyable. Donc voilà, Saint-Ex, lisez-le, c'est fou. Mais sous-côté. Voilà, on le réduit beaucoup à de la littérature jeunesse, alors que pas du tout, quoi. Donc sous-côté, ça lui va très bien. Et amusant de le voir, du coup, quand même à 23%, et au-dessus de tous ceux qui sont déjà classés, quoi. Hein. Dans l'esprit des Français, c'est quelqu'un qui a su toucher voilà, le peuple, quoi, parce que c'est pas que des grands lecteurs hein, qui ont répondu au sondage, hein, c'est des Français lambda, quoi, donc de le voir si haut dans le cœur des Français, c'est rassurant. Et puis surtout, voilà, est-ce que c'est l'écrivain national, est-ce qu'il incarne la France? En tout cas, est-ce qu'on a envie d'être incarné par un type comme Saint-Ex? La réponse est oui, quoi. Voilà, je pense que son gros score vient de là aussi, on préfère être représenté par Saint-Ex que par Céline, quoi, c'est clair. Voilà. Ensuite, on a au-dessus Marcel Pagnol, 27%. C'est l'auteur du XXe siècle le plus haut classé. C'est ouf. Et je le mets dans les sous-côtés aussi. Alors Pagnol, évidemment, je suis un fan absolu. Voilà, en plus, je suis marseillais, donc évidemment, moi, ça me touche très directement. J'ai grandi même, en fait, je suis marseillais, mais j'ai vécu dans un petit village à l'eau qui est cité au tout début de la gloire de mon père, qui est entre Aubagne et Marseille, donc en plein dans les collines de Pagnol. Voilà, c'est les collines que Pagnol a arpentées dans sa jeunesse au départ de la treille. C'était un peu mon terrain de jeu quand j'étais petit, donc j'ai une affection très proche avec Pagnol, et vraiment c'est incroyable. Moi je vous conseille, alors évidemment La gloire de mon père c'est fou, et Le château de ma mère, la suite est incroyable aussi. Tout est très bon, hein, Manon des Sources, Jean de Florette, tout ça c'est bon, mais alors moi si je devais vous conseiller une œuvre de Pagnol, alors ça serait pas ça serait une trilogie, c'est la trilogie Marius César Fanny, je sais plus dans quel ordre c'est, mais la trilogie marseillaise en théâtre, c'est incroyable, et ça ne touche pas que les Marseillais. Moi je croyais que j'aimais ça parce que j'étais Marseillais, parce que ça renvoyait à des décors et à des gens que je pouvais côtoyer au quotidien. Et quand j'ai rencontré Madame Rigaud, donc quand on n'était pas encore du tout mariés, qu'on était juste étudiants, je lui avais offert la trilogie de Pagnol en lui disant « Lis ça, c'est incroyable, tu vas voir, ça va te plaire, moi je le lis quasiment tous les ans, donc lis ça et tu me diras ce que t'en penses. » Et elle l'a lu, elle m'a dit « C'est incroyable » et elle est pas du tout de la région. Donc ça peut toucher vraiment au-delà. C'est une histoire très très belle, très très noble, avec on rit beaucoup, on pleure beaucoup, on s'attache énormément au personnage, bref c'est incroyable. Et lui aussi, je me rappelle en avoir discuté avec ma prof de français quand j'étais en première. Vous savez, pour le bac on devait mettre les œuvres qu'on aimait ou qu'on avait lues récemment pour éventuellement l'entretien après l'oral, et j'avais mis la trilogie de Pagnol. Elle m'avait dit non ça c'est pour les gosses, faut pas la mettre là, non ça fait pas sérieux, mettez autre chose, voilà, mettez du Sartre quoi. Et moi j'avais dit mais vous êtes sérieuse, enfin c'est tout sauf de la littérature pour les gosses, Pagnol, c'est incroyable, c'est un génie. Donc sous-côté de fou, on dit ouais c'est le mec, tu tires où tu pointes, ah là là, on rigole, que c'est un peu le Joule du XXe siècle pour beaucoup, non, c'est un génie. Un peu de respect pour Pagnol, et je le mets dans les sous-côtés, je vous encourage très vivement
à creuser. Allez le lire, allez le découvrir, c'est incroyable. Au-dessus, juste au-dessus, Voltaire 29. Voltaire, je le mets dans les génies. Intéressant qu'il soit si bas, hein, parce qu'on dit volontiers la langue de Molière, on dit la langue de Voltaire, mais en fait il est assez bas dans le classement, hein. 6, il est même pas dans le top 5. Étonnant. Je le mets dans les génies parce que j'ai lu évidemment Candide, j'ai lu évidemment Micromégas, et c'est fou. Voilà, c'est très très bien. C'est littéralement génial. C'est des œuvres extrêmement bien écrites. Alors parfois on dit c'est un peu facile, oui, mais c'est hyper efficace. Je reconnais le génie de Voltaire. Après, je suis pas forcément fan du personnage. Je suis pas forcément fan des idées, même si bon, il en a porté énormément, donc voilà, on va s'accorder sur certaines et on va être en désaccord sur d'autres, mais voilà, le personnage, j'ai pas un attachement affectif avec Voltaire comme je pourrais en avoir avec un Pagnol, avec un Saint-Ex, avec un Montaigne, avec un Rabelais, avec un Rimbaud, où on a envie d'en faire des potes. Voltaire, j'ai pas du tout envie d'être son pote. Par contre, en revanche, oui, c'est génial. Et c'est dommage de vivre une vie sans avoir lu Candide, quoi. Candide, c'est vraiment très drôle et c'est vraiment très intelligent. Pas toujours honnête, mais c'est toujours intelligent. Donc j'aime bien Voltaire. On poursuit avec Jules Verne, 32%. Alors Jules Verne, je pense que lui, il bénéficie dans la question du quel est l'auteur national français pour les Français et à l'étranger. Parce que Jules Verne a une réputation à l'étranger énorme, beaucoup plus qu'en France. Et c'est pour ça que je le mets dans les sous-côtés Verne. Verne, c'est génial, hein. Verne, c'est génial, il faut absolument lire du Jules Verne. Qu'est-ce que j'ai lu, moi? J'ai lu Le Tour du Monde en 80 jours plusieurs fois, et je le conseille d'ailleurs à mes 5e, et tous ceux qui l'ont lu en 5e m'ont dit, bon, il y a des passages un peu longs, mais globalement, c'est ouf. J'ai lu aussi Voyage au centre de la Terre, qui est pas le plus connu, et qui est vraiment très très sympa. Jules Verne, c'est très cool. Ouais, c'est très cool. Alors, c'est très inégal, hein. Il a écrit des dizaines de romans, il y en a des plus ou moins bien. Mais Le Tour du Monde en 80 jours, lisez-le si c'est pas fait. Et Le Voyage au centre de la Terre est incroyable aussi, hein. C'est souvent de la SF, du coup, hein. On part de faits scientifiques, discutés ou pas, et puis on avance un peu. On a un peu la même ambiance que dans Le Monde perdu de Conan Doyle. Ce côté, on part de trucs très scientifiques, très vérifiés à l'époque, de connaissances de l'époque, et puis ensuite on part dans une autre direction, on voit ce que ça donne, et c'est super intéressant. On est happé dans les bouquins, c'est de l'aventure, c'est très cool. Et puis cette gueule, on en parle, mais Jules Verne, gueule qu'il a, quoi. Gueule qu'il a, et puis j'en parle dans Le Tour du Monde en 80 jours, enfin dans la vidéo sur Le Tour du Monde en 80 jours, mais petit, il avait même pas 10 ans je crois, il avait fugué de chez lui pour essayer de s'embarquer sur un bateau pour aller à l'autre bout du monde, puis il s'était fait gauler juste avant que le bateau ne quitte le port. Enfin voilà, aventurier dans l'âme aussi, quoi. J'aimerais pouvoir l'inviter à bouffer et discuter avec Jules Verne, quoi. Je pense qu'on passe de bons moments, quoi. Tu mets Jules Verne, Saint-Ex, Rimbaud, et je regarde tous ceux qui sont là, mais tu mets ne serait-ce que tous ces mecs là autour d'une table pour discuter, tu passes un bon moment. Donc ouais, respect Jules Verne, on kiffe. Ensuite on a Jean de La Fontaine. La Fontaine, il va dans la catégorie des génies, évidemment. La Fontaine chez les génies, c'est très bon, La Fontaine. Pareil, il y a un épisode sur ma chaîne qui est sorti il y a pas longtemps, un épisode de l'anecdote sur La Fontaine, que je vous encourage à voir. On en parle, le génie de La Fontaine, c'est pas tellement d'avoir inventé des histoires, des fables, puisqu'en fait pour la plupart il les a pas inventées, il les a réécrites, mais elles existaient dans l'Antiquité. Son génie, c'est d'avoir réussi à les formuler. Et son génie, c'est d'avoir su aussi toujours garder une certaine indépendance, une certaine liberté politique à son temps, mais aussi une liberté de création. Il est à la fois classique et à la fois il prend ses distances avec les règles, un peu comme un Corneille, un peu comme un Molière. Et gros respect à La Fontaine pour ça. Et puis les fables, c'est génial, c'est intemporel, quoi. Alors oui, c'est un peu plus difficile d'accès, il y a des tournures de phrases un peu étranges pour nous aujourd'hui, mais vraiment lisez La Fontaine, c'est fou. Et découvrez les fables les moins connues qui sont incroyables. Il y en a qui font pas partie du top 15 que tout le monde connaît, et qui sont incroyables. La Fontaine, du coup, il était à 32%, exactement comme Jules Verne. Et là, on arrive au top 3. Alors, on a Zola. Je vais faire grincer des dents, je pense, mais Zola, malheureusement, je le mets dans la catégorie des pas lus. Je considère que je l'ai pas lu, j'ai lu des nouvelles de Zola, mais je considère que je l'ai pas lu parce que j'ai pas lu de gros romans. Voilà, j'ai essayé La Terre, j'ai essayé Germinal, et j'ai jamais tenu longtemps, et je sais que c'est un vrai manque, hein, parce que j'ai étudié plein d'extraits, évidemment, j'ai analysé plein d'extraits de Zola pendant mes études, j'ai lu des nouvelles, étudié des nouvelles avec mes élèves que j'ai trouvé géniales, mais
Voilà, je connais pas assez bien. Je sais pas par quoi il faudrait commencer en fait. J'ai eu plein d'avis divergents. Donc la team Zola, là, les Zoliens, vous me dites dans l'espace commentaire par quoi il faudrait que je commence. Beaucoup m'ont dit au bonheur des dames, mais vraiment ça me tente pas du tout. Enfin franchement, voilà, l'ouverture des galeries et du shopping, ça me chauffe, mais pas du tout. Il y en a qui m'ont dit de commencer par Nana, pourquoi pas. Et puis sinon les autres m'ont dit ouais, les Rougon-Macquart, etc. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous me conseillez pour commencer Zola. Et puis évidemment je pense qu'il ira assez vite dans la catégorie des génies de par sa façon d'écrire, de par sa méthode d'investigation naturaliste, de par tout ça. Je pense que je le mettrai très volontiers dans les génies, mais par humilité et puis par honnêteté, je le mets dans les pas lus parce que j'estime pas en avoir lu assez pour le classer. Ça sera pas le cas pour les deux premiers. En deuxième, on a Molière. Molière qui va dans les génies aussi. Lisez Molière. Alors mieux, allez voir des pièces de Molière. Parce que c'est beaucoup plus drôle et c'est beaucoup plus prenant lorsqu'on le voit jouer. Et on comprend vraiment l'intérêt de son écriture lorsqu'on la voit jouer, la pièce de Molière. Mais vraiment, Molière, incroyable. C'est pas pour rien s'il est si connu et s'il est si joué. Il y a un débat, je ferai une vidéo là-dessus qui sortira je pense en septembre, un épisode de l'anecdote. Est-ce que c'est lui qui a écrit ses œuvres ou pas? Est-ce que c'est Corneille? Est-ce que c'est Molière? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il y a un vrai débat là-dessus depuis longtemps. J'en sais rien, pour être tout à fait honnête, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que de son vivant, il était au moins reconnu pour être le plus grand comédien de son temps, et encore aujourd'hui peut-être le plus grand comédien de l'histoire. Donc rien que pour ça, respect absolu. Je reviendrai en détail du coup dans une vidéo en septembre sur la question, mais je sais pas. J'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, est-ce que Molière est dans les génies? Oui. Lisez l'Avare, lisez le Misanthrope, lisez Don Juan, lisez le Bourgeois gentilhomme, lisez même des farces de début, lisez le Médecin volant, lisez Molière, c'est incroyable. Vous allez déjà découvrir qu'il y a tout un tas d'expressions qu'on utilise couramment qui viennent de ces pièces, et puis vous allez vous marrer, quoi. Il y a des personnages qui sont tellement incroyables. Lisez Tartuffe c'est fou aussi. Voilà, lisez Molière, c'est incroyable. Et regardez du Molière surtout. Et puis enfin le dernier, le grand champion, le grand patron, vous l'aviez vu sur la couverture du magazine que je vous présentais dans le live dernier, c'est effectivement Victor Hugo, que je mets chez les génies. Déjà parce qu'il a tout fait. Poésie, théâtre, roman, discours, nouvelles, peinture. Il peignait aussi, il dessinait. Homme politique, puisqu'il a été député, il s'est beaucoup battu notamment pour les plus pauvres, pour les misérables de Paris. Exilé, effectivement, pour son opposition à Napoléon III. Des poèmes très engagés, très agressifs à l'encontre de Napoléon III. Des poèmes engagés notamment sur le massacre de Chillot en Grèce. Voilà, il y a de tout, il y a de l'engagement, il y a du lyrisme, il y a de la beauté. Pour ces romans, moi j'ai lu Notre-Dame de Paris, vous le saviez, j'en avais parlé en vidéo, mais Notre-Dame de Paris, c'est incroyable, ça a été une claque, mais énorme. Ça faisait des années que je voulais le lire sans en avoir le courage. Et je m'étais lancé le défi de le lire, entre autres, l'été dernier, et j'ai adoré. Mais que c'est bien, quoi, que c'est bien écrit, que c'est attachant, que c'est beau, que c'est... C'est fou, lisez Notre-Dame de Paris, ne vous contentez pas de la version Disney qui est une version Wish, quoi. Lisez Notre-Dame de Paris, c'est fou comme on aime les personnages, comme on a envie de savoir ce qui va leur arriver. Il paraît que Les Misérables c'est la même, il faudra que je m'y mette bientôt, mais vraiment Victor Hugo c'est incroyable, quoi. Lisez ses poèmes, lisez les Contemplations. Et puis lisez L'Art d'être grand-père aussi, son dernier recueil de poèmes où il est tout vieux, où il s'occupe de ses petits-enfants et qui sont des poèmes beaucoup plus doux, beaucoup plus simples, mais hyper attachants. C'est le grand-père qu'on a tous rêvé d'avoir, Victor Hugo. Alors il avait des défauts évidemment, il y avait des points sur lesquels on n'aurait pas été d'accord, notamment sur la question de la colonisation, évidemment, même si c'est facile de juger à notre époque les idées d'il y a 150 ans. Et oui, pour toutes ces raisons, les combats sociaux qu'il a menés, pour son talent, pour son génie, pour son universalité, pour le fait d'avoir touché un peu à tous les arts, à tous les domaines, évidemment je comprends que tout le monde les plébiscité. Je vous ai pas donné les scores du podium, mais on a à 63% Victor Hugo. C'était le premier à 63%, c'est un score d'élection présidentielle camerounaise. On a Molière à 45% et on a Zola à 37%. Donc on tombe très vite. Hugo est vraiment largement au-dessus
et je pense que c'est pour ça. Je vous dis à très bientôt pour alors déjà la tier list des oubliés, donc si tous les auteurs qui ne sont pas dans cette liste là et qui vous semblent pourtant des auteurs majeurs, incontournables de notre littérature, proposez-les dans les commentaires, on fera un salon des refusés, une tier list des refusés. Derrière j'ai bien envie d'avoir vos propositions, moi j'en ai déjà quelques-uns en tête bien sûr, mais on complétera avec vos propositions, et puis voilà, lisez tous ces auteurs là. Moi de mon côté évidemment tous ceux que j'ai mis dans la catégorie bleue des pas lus, évidemment je vais essayer de les lire rapidement, enfin je vais essayer de les étaler et de les lire, et puis quand j'aurai lu un peu tout le monde, je mettrai à jour cette tier list. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis à un samedi prochain, celui-ci ou celui d'après, pour un nouvel épisode de Café sans sucre, et puis je vous dis du coup à très bientôt, bon après-midi et bon week-end à tous, salut.